Ok, ben nouveau podcast aujourd'hui donc avec la nouvelle sensation du week-end, je pense en France, même si t'es pas le seul pro qui a gagné ta carte pro ce week-end, mais en tout cas bienvenue à Maury pour ce podcast. Félicitations pour le week-end. Et puis deux petites questions pour commencer. Déjà d'une, comment ça va aujourd'hui? Et puis après, si tu peux te présenter rapidement avant qu'on rentre plus dans les détails. Ouais, bien sûr. Bah déjà, merci de m'avoir proposé, de m'avoir invité dans ton podcast, ça fait super plaisir. Et comment je me sens? Je me sens vachement bien. Comme je t'ai dit, c'était un gros week-end, c'était assez enfin, beaucoup de choses sont arrivées très vite, c'était compliqué de se rendre compte. J'ai eu très peu de temps mort et là, je suis rentré en France lundi soir, et enfin, j'ai pu un peu me rendre compte, quoi. Ouais, c'était un peu, j'étais assez chamboulé, mais c'était vraiment pas mal. Puis aujourd'hui, là, j'ai bien mangé, je me sens mieux. Ouais. Et puis, pour me présenter rapidement, tout simplement, par où ouais, comment je vais faire? Je m'appelle Amaury Pat, voilà. Je suis un athlète, français, je concours en bodybuilding, le week-end dernier, j'ai obtenu ma carte pro, à Monsieur Olympia Alicante amateur. Là, c'était la première édition, en 2021 depuis, le avant Covid. Il n'y en avait pas eu en 2020. Ouais. Hem et voilà, ça fait des années, enfin, ça fait depuis 2018 que je concours et donc j'ai fait second à l'overall, à cette compétition en bodybuilding. Voilà. Ah c'est une bonne petite présentation. Donc ouais, c'est vrai qu'il y en a qui vont peut-être rebondir là-dessus, mais alors l'an dernier c'était NPC Alicante, et c'était pas Monsieur Olympia amateur, c'est pour ça que je pense que tu as dit que c'était le premier depuis post-Olympia, Voilà. enfin post-Covid, Ils pardon. ont ils ont surtout, fait Europa Pro à la place, enfin Spain Pro. Ouais, C'était voilà. surtout, Mm. le nouveau show de remplacement un petit peu. Ouais, c'est ça. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, le principal, c'est, enfin en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était une compétition amateur qui donnait une carte pro et que Mmh. c'était une des dernières possibilités quasiment avant qu'il faille passer par un régional en France pour avoir l'opportunité de gagner la carte pro, si je dis pas de bêtises. C'est ça exactement, ouais. Normalement, il y en a un qui devait être prévu à partir d'août, donc à partir d'août en France, pour aller Ouais. dans ce type de compétition, on aurait dû se qualifier exactement. Mais je crois qu'il a été annulé, très récemment. Donc je pense qu'ils vont essayer de reporter ça pour la fin d'année. Ouais, Donc peut-être, parce qu'il y a pas mal de shows qui sont prévus en octobre déjà, je crois. oui, Octobre. il y a eu pas mal de shows annoncés là avec, Ouais, je sais plus si je dis pas de bêtises, je crois il y a un show qui porte le nom de Bionic, un ouais. autre, de Poisson. Je crois que c'était ça. Je crois qu'il y a Donc il y en ça, a pas mal. Théo. Après, Peut-être chez aussi, les ouais. filles, il y a Alison, dont j'avais fait un podcast avec. Mmh mh. Et Mmh. je crois qu'il y en a un autre en France encore, il me semble, mais je suis pas sûr. Ouais, j'ai vu ça il y a longtemps. Mais donc oui, ça ferait des gros shows en France, j'espère que ça sera sympa et bien organisé. C'est ça. Bon, du coup, avant de revenir un petit peu plus sur ta carte pro, déjà, donc tu as 20 ans, c'est ça? C'est ça. Ouais, je suis en Euh, 2000, si j'ai pas de comment, ça me rajeunit pas. Comment à 20 ans on obtient une carte pro? C'est-à-dire que comment à 20 ans on déclenche déjà un processus et on a déjà mis en place plein de choses pour être professionnel? C'est-à-dire, quand est-ce que tu as attaqué la musculation, et quand tu as attaqué la musculation, est-ce que tu as directement pensé à la carte pro? Alors, pas du tout. En fait, tout simplement, je me suis retrouvé dans la musculation à 13 ans. OK. Donc ça fait du coup, ça fait 7 ans, bientôt plus, bientôt 8. J'ai commencé en 2014 donc, et en fait, à la base, je faisais du judo et tout bêtement, je suis arrivé dans le cours des adultes parce que déjà de base, j'étais un petit peu costaud et si tu veux, il y avait le cours des adolescents, le cours des adultes et bon, je tendais à être plus costaud que les autres, plus fort. Donc mon entraîneur m'a dit: «On va te mettre chez les adultes». Et je me faisais ratatiner, tous les soirs, c'était très compliqué et j'entendais des discussions entre certains des meilleurs judokas du cours qui disaient: «Ouais, moi, je fais de la muscu», en fin de séance, ils faisaient un peu des tractions, des pompes, il y avait du matos dans le dojo et je me suis dit: «Bon, la technique, c'est compliqué à avoir, donc je vais essayer de les rattraper sur la force». Donc je me suis mis à la muscu dans ma chambre, je me suis acheté une petite barre de 10 kilogrammes. J'ai ouvert YouTube, j'ai essayé de trouver des programmes et cetera. Il y avait, une chaîne allemande, c'était Shape You, qui faisait une série vidéo d'entraînement avec Jeff Sade. J'essaye, ouais.
Voilà, un petit truc très basique, c'est pec triceps, dos biceps, jambes, voilà, un truc comme ça. J'ai commencé avec ça, j'ai bien progressé. Puis tout de suite, tu sais, tu un passé sportif, tu sais t'entraîner dur, tu sais te donner, tu bien ça. Ouais, surtout le judo. Voilà. Donc ensuite, de fil en aiguille, je me suis beaucoup renseigné et puis j'ai délaissé le judo. Enfin, j'ai continué le judo 3 ans encore après, jusqu'à mes 16 ans où j'ai eu ma ceinture noire, puis là j'ai arrêté OK. et mais en parallèle, j'étais vraiment très axé muscu et donc voilà, à la fin de mon collège, tout le lycée et ensuite quand j'étais à la fac jusqu'à aujourd'hui, en fait, finalement, j'étais très axé muscu, j'ai pas arrêté de progresser et en cours de route, bah, j'ai rencontré mon préparateur actuel qui s'appelle, Ivan Ivanov. Sur les réseaux sociaux, c'est Ivan Vanko. Vanko, c'est son surnom en Bulgarie. Bon, il vit en France, hein, c'est un Français, mais il est d'origine bulgare et hem et disons, en fait, très simplement, je l'ai rencontré parce qu'à la base, c'était un collègue de mon père. Rien à voir avec la musculation, c'était le domaine de l'informatique, mais il a au-delà d'être préparateur, il a un travail à côté et donc un soir, mon père rentre et me dit: «Oh bah, regarde mon collègue sur Facebook», tu sais, j'avais peut-être 12, 13 ans, je faisais même pas de muscu. «Regarde mon collègue sur Facebook et cetera, il est culturiste», je savais même pas ce que c'était culturiste et en étant un petit peu, le petit jeune insolent que j'étais, bon, bah, je l'ai ajouté comme ça sur Facebook. Mon père a fait: «Ah ouais, bon, bah, il te connaît pas, machin». Puis on est resté en contact et de fil en aiguille, il avait un peu de potentiel en moi, je pense et puis, il savait que les compétitions m'intéressaient. Il m'a proposé de me préparer, pour ma première saison en 2018, donc j'avais début 2018 pour France et Colmar. Donc je venais d'avoir 17 ans et bon cette saison-là, j'ai fait dernier à chaque fois, même si à Colmar, dans ma catégorie, j'ai été rappelé en comparaison et cetera. Ça m'avait un petit peu reboosté, mais bon, j'étais pas au niveau, quoi, j'étais trop jeune. Et puis de fil en aiguille, on a refait des saisons, on a on a gagné des petites compètes en 2019. Ensuite 2020, bon, on me préparait pour Colmar également, mais il y a eu le Covid. Mmh. Et puis, bah, là, ça fait 1 an qu'on me préparait pour, Olympia Alicante et Olympia Portugal. Portugal que je ne ferai pas, qui est le mois prochain, vu que maintenant je suis en pro. Et donc ça fait 1 an, ouais, là qu'on travaille Portugal. Donc si tu veux, il y a toute cette petite ascension de, j'ai entendu, 2-3 gars parler de je fais des pompes, des tractions, dans le dojo. À aujourd'hui où finalement, de fil en aiguille, même si la Procard n'était pas forcément un truc que j'avais en tête, hem, enfin faire des compétitions et réussir en compétition était par contre quelque chose que je voulais depuis le début. C'est vite arrivé dans mon esprit, surtout que depuis toujours, je suis un grand fan d'Arnold. Hem, je sais pas si ça se voit sur scène tellement maintenant parce que là, c'est un peu plus, rigide le bodybuilding, au niveau international. On fait un peu moins de pose old school, hein, c'est très, la condition, les pauses, machin. Mais en tout cas, voilà, j'ai toujours cette envie de faire de la compétition et d'y réussir. Et bah, il se trouve que, je me suis dit: On va aller à l'international là où il y a tout le monde, là où il y a du niveau». Et fatalement, bah, cours de route, j'ai chopé une carte pro. C'est pas forcément ce que je voulais tout de suite, paradoxalement, mais j'en suis tout de même très content et je prendrai le temps qu'il faudra pour être prêt, pour être chez les pros désormais, parce que, voilà, je veux continuer de faire briller mon pays comme j'ai fait ce week-end. Donc tout simplement, on va essayer de faire les choses bien et de prendre notre temps parce que j'ai tout le temps devant moi. Voilà un petit peu l'histoire. Ouais, c'est imp enfin, je pensais qu'on allait y revenir un peu plus tard dessus, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques commentaires là-dessus, sur le fait que tu étais très jeune pour gagner une carte pro. Et je comprends tout Heu, à fait. Je comprends tout à fait. ouais, ouais, alors, moi je comprends tout à fait aussi parce que c'est vrai que c'est pas commun, déjà. Ouais, Après, il faut pas oublier qu'il y a des Jay Cutler, des Cody, voilà. Robot, comment il s'appelle? Il y a un autre, un Allemand, je crois, qui a gagné sa carte pro Oui, la une semaine semaine dernière, avant toi, hein, oui, exactement, au Portugal. qui avait 22 ans et tout, donc Très ça bon, devient, alors bon, moi, Jay Cutler, c'est plus vieux, d'accord, mais dans les dernières années, on a quand même vu que les cartes pro s'obtenaient plus vite, bien donc sûr. en soi, Déjà, il y en a plus, il y en a beaucoup bah, plus oui, c'est ça. et il y a plus de catégories, il y a plus d'opportunités, il y a plus de compètes, mais il y a un truc en fait que, ce que je comprends ces critiques-là, moi aussi, si je tombais sur, mon physique sur Instagram, je me dirais pas: «C'est le physique d'un pro». J'en suis d'accord, mais c'est un physique qui m'a permis d'avoir la carte pro et moi, je fais la Mmh. distinction entre, le physique d'un amateur qui gagne sa carte pro et une fois qu'il a sa carte pro, là, faut présenter un autre physique en pro.
Moi, Ouais, je pense qu'il y a voilà, il y a 2 niveaux. Quand tu passes pro, tu pas forcément ton niveau de pro, tout simplement. Surtout à mon âge, en fait, donc j'ai vu ouais, beaucoup de critiques comme ça et je comprends parce que moi aussi, à mes yeux, un IFBB pro, c'est pas du tout mon physique et je me c'est pas que je me sens pas légitime à être pro parce que je l'ai mérité, mais ce que je veux dire, c'est que, j'ai eu la carte pro, voilà, bon, ils ont décidé de me la donner, tant mieux, mais maintenant je vais prendre le temps de pouvoir honorer justement cette récompense et d'être présentable en pro. Parce que je m'en rends tout à fait compte et je comprends ces critiques-là et je les intègre, il y a pas de souci. ouais, c'est assez bien ce que tu dis. Je trouve que les gens vont remarquer ton côté humble, donc ça, c'est bien. Avant qu'on reparle de ton futur en pro, justement, juste, comment tes parents, ils ont pris le fait que d'une, tu partes en compétition, tu partes faire des compétitions donc en 2018, Mmh. et puis comment ils ont réagi à ce week-end? Alors, ma première saison, donc en 2018, alors j'étais donc, comme je te l'ai dit, assez jeune, Ouais, en fait, j'ai eu mes 17 ans en décembre et je suis monté sur scène en mars. Donc je venais vraiment d'avoir mes 17 ans, j'étais assez jeune, j'étais encore au lycée, c'était l'année du bac, en terminale, enfin voilà, en général, tu fais pas ça à ce moment-là ouais, et alors en fait, une première fois, Ivan, mon préparateur, m'avait, proposé à la base, fin 2017, donc quelques mois auparavant, de monter sur scène. En général, en fin d'année en France et en début d'année, c'est là où il y a les compétitions, rarement, en plein milieu en été, tu vois? ouais. Donc la saison de fin 2017, il me l'avait proposé, mais j'avais refusé et à la place, on a fait une petite prise de masse, on a rattrapé un peu le bas du corps qui était un peu en retard chez moi, parce que je m'étais inscrit en salle, en fait, l'été 2017, donc en fait, j'y étais depuis très peu de temps. Je m'entraînais à la maison à la base, donc les jambes, j'avais pas pu beaucoup les développer et donc on en a profité pour faire un petit peu de masse, puis ensuite il m'a reproposé et en fait, la vraie raison pourquoi j'ai fait cette saison, pardon, en 2018, c'est tout simplement j'ai senti qu'il fallait que je saisisse l'opportunité. Je savais que j'allais pas gagner, j'y allais pour gagner machin, mais je savais que j'allais pas tout rafler, je savais que, voilà, j'étais jeune, j'étais naturel, j'étais pas à mon niveau maximum. Il y aura des mecs devant moi qui seront meilleurs. Je me rendais compte des choses, mais je me suis dit: «Ivan me propose», parce que j'étais mineur, de me préparer gratuitement parce que j'ai pas de source de revenus. Il voit un potentiel en moi. Il me l'a proposé une fois, j'ai décliné parce que, j'en ai discuté avec mes parents aussi, ils étaient peut-être pas tout de suite chauds, même si ça faisait longtemps qu'ils savaient que je voulais faire des compétitions, hein, depuis très longtemps et j'avais préféré dire non et là, début 2018, donc il me l'a reproposé et je me suis dit: il me le proposera pas 15 fois», surtout avec ces termes-là de: Je te le fais gratuitement parce que tu es mineur et que je vois un potentiel en toi». Je me suis dit: «Il me le proposera pas 15 fois, donc je saisis l'opportunité». Et j'ai bien fait parce que derrière, on a refait du off, je me suis beaucoup amélioré, j'ai refait une saison, ça s'est bien passé, j'ai refait du off, refait une saison. Enfin, en fait, j'ai enchaîné, j'en suis là aujourd'hui. Donc en fait, c'était voilà, cette première saison, mes parents, sont venus me voir à plus ou moins chaque compétition. Non, ils sont venus à chaque compétition en 2018. J'avais fait la demi-finale IFBB Nord, Ouais. j'avais fait donc la finale ensuite IFBB parce qu'on était que 3 donc par défaut, j'étais qualifié puis je voulais y aller un petit peu pour le prestige, puis ça me motivait, hem de faire une compète entre la demi et Colmar. Colmar, ils sont venus me voir également, ils étaient très fiers. Mais bien sûr, tu sais, c'est un petit peu un «choc» entre guillemets, enfin, il y a un petit comment on peut dire ça? Il y a une étape à passer, il y a un pas à franchir parce que c'est quand même un sport assez spécial, surtout quand ton enfant est aussi jeune. Hem, c'est tout un monde à découvrir, mais au final, ils l'ont très bien vécu et et ils aiment vraiment bien ce milieu-là finalement, tu vois? Il y a toujours une bonne ambiance en compétition et donc maintenant ils me soutiennent vraiment activement, comme ils l'ont toujours fait, mais d'autant plus maintenant parce qu'ils se rendent compte en fait que, j'ai potentiellement un avenir dans ce sport et que je me débrouille bien et que je fais ça sérieusement et que je fais ce que j'aime je fais pas ça dans le vent parce qu'à côté, je développe pas mal de choses, enfin bref et donc ils sont très fiers de moi et là après ce week-end enfin avant ce week-end, avant l'Olympia amateur là il y a quelques jours, là, ce week-end. Le week-end d'avant, j'ai fait un grand prix également, Ouais, où j'ai, gagné ma catégorie et le toute catégorie également et en fait, comme c'était sur Paris, parce que moi je suis sur Paris et ben mes parents et mes amis étaient venus me soutenir et ils étaient extrêmement fiers. On a pris des photos, c'était super et là, ce week-end, ils ont suivi ça de près également et quand je suis rentré avec ma Procard dans les mains parce qu'elle rentrait ni dans la valise,
ni dans le sac à dos, mais c'est pas grave. Il y avait plein d'autres culturistes, j'étais le seul IFBB pro de l'avion et je pouvais la montrer à tout le monde, hein, je m'en fous, donc c'était parfait. Mmh. Et quand je suis rentré, du coup, assez tard, on a atterri, je l'avais dans les mains et ma mère, mon père étaient extrêmement fiers. Hier soir encore, quand ils sont revenus du travail, on s'est tous assis à la table pour manger, je leur ai raconté, je leur ai montré les vidéos, les photos, ils étaient extrêmement fiers et ça me fait vraiment chaud au cœur parce que je suis très difficile avec moi-même, je me félicite rarement, je prends rarement le temps et je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, c'est peut-être ce qui m'aide aussi à avancer et à bien faire les choses, une petite pression que je me mets peut-être, mais je prends rarement le temps de me féliciter ou de trop épiloguer sur une victoire. J'aime bien, me projeter et repartir directement. Mais par contre, Ivan, mes proches, mes amis, les gens qui comptent pour moi, il y a très peu de personnes pour qui la vie compte réellement dans ma vie, mais ces personnes-là, mon entourage proche, c'est des personnes que j'aime fort, qui me soutiennent activement et lorsqu'ils sont fiers de moi, lorsque j'accomplis quelque chose et vraiment ils sont fiers, ça vaut toutes les médailles d'or du monde, donc ils étaient extrêmement fiers ce week-end, je les ai jamais vus aussi fiers, pourtant j'en avais gagné d'autres compétitions, mais là c'était tellement dantesque, tellement énorme ce week-end que je l'ai vu dans leurs yeux, c'était limite, ils avaient des petites larmes et voilà. Puis mes grands-parents sont extrêmement fiers également. Je les tenais au courant, j'ai envoyé des photos et voilà. Franchement, la famille, c'est tout à mes yeux. Donc, si ils m'acceptent dans ma passion et ils en sont fiers de mes résultats, je peux rien demander de plus, honnêtement. Donc, Ouais, globalement, ça se passe assez bien. Ils me soutiennent vraiment. OK. Ah, bah, du coup, c'est quand même, une belle histoire là que tu es en train de nous raconter. C'est sympa du coup de se Mmh. sentir, soutenu comme ça. En tout cas, bon, en général quand Bah, même les c'est une belle athlètes chose, ouais. que j'ai eus sont toujours, assez bien soutenus par leur entourage et je pense que c'est C'est aussi, capital. c'est très important. Il y a beaucoup d'athlètes qui en parlent et qui disent vraiment que l'entourage est important. D'ailleurs, j'ai encore entendu un podcast avec Jay Cutler qui disait que c'était aussi en partie pour ça qu'il avait perdu, son titre Olympia, C'est et cetera, possible. et cetera. Donc c'est vrai que voilà, l'entourage est très important et puis, et L'environnement, pas que dans l'entourage, parce que l'entourage dicte enfin, t'influence dans tes décisions, dans ta manière de penser et cetera. C'est très important d'être bien encadré, et même de bien être soutenu. ouais, bah, oui. Parce que même quand tu perds une compétition, par exemple, j'en ai vu des Français, ce week-end et à tellement d'autres compétitions et je me mets à leur place. Moi aussi, j'ai perdu des compétitions, hein, et j'en ai peut-être même plus perdu que j'en ai gagné. Enfin, quoique ça commence à s'égaliser, je pense. Eh bien, quand tu perds, faut savoir se remettre en question et si à côté tes copains te disent, «Ouais, tu t'es fait voler, machin», c'est pas une bonne dynamique Ouais. et bien être entouré, c'est savoir se faire féliciter quand on l'a mérité, mais c'est également savoir se faire pas forcément taper sur les doigts, mais savoir écouter et avoir des gens qui sont prêts à s'ouvrir à la critique pour nous et à nous expliquer aussi, bah, pourquoi là on a merdé et comment on va faire pour mieux faire la prochaine fois et justement cette fois-ci gagner. Ça, c'est très important également, au-delà du soutien, c'est avoir un œil extérieur et des gens qui sont objectifs avec toi parce que mentir Mmh. à ses amis, lui dire: «Ouais, tu t'es fait voler», c'est pas la meilleure chose. Vaut mieux lui dire: «Bon, je t'aime, mais là, tu as merdé, on va faire ça et la prochaine fois, tu gagneras» et ça, je trouve que c'est extrêmement important, surtout en bodybuilding où, Ouais. c'est pas jugé sur de la performance comme en athlétisme, bah, lui, il a sauté plus haut que lui ou lui, il a couru plus vite que lui. Là, c'est un peu plus des critères, c'est un peu plus, Ouais, c'est exactement. très C'est différent. c'est ce que j'ai essayé de transparaître dans les dernières vidéos des compétitions pro où j'ai commenté Mmh, ça je sais que ça a pas plu parce que j'ai critiqué certains athlètes français. Mais le problème, c'est que le bodybuilding, si on est subjectif, on perd toute, crédibilité et donc il y absolument. a c'est rien contre la personne, c'est juste qu'objectivement, ben, il faut regarder le physique objectivement et des fois, ben, il faut sans être méchant, il faut juste, admettre que le physique, il est pas à la hauteur des autres qui sont devant, donc c'est Ouais, tout tout à simplement fait, ça. tout à fait. C'est voilà. OK, donc du coup, avant qu'on reparle, plus de ta carrière, en tant que bodybuilder pro, j'ai vu que tu étais donc, aussi coach. Alors, déjà à Très bien. 20 ans, comment on est coach? Parce que est-ce que tu Mmh. as passé un BP? Est-ce que tu as passé autre chose? Et puis, bah, comment tu fonctionnes dans tes coachings, par exemple? Alors, pour ce qui est du diplôme, alors en France, il y a la culture du diplôme.
Ouais. J'en suis bien conscient, donc ce que j'ai fait, c'est que parce qu'à la base, en fait, j'ai fait des études en économie, en maths, en statistique, ça n'a rien à voir. J'ai fait mon bac ES, puis ensuite à la fac, je suis parti là-dessus et j'ai arrêté en cours de route, là, en début 2020, juste avant le covid, en fait. OK. J'ai validé ma première année, la seconde, j'ai arrêté en cours de route parce que ça me démoralisait, j'aimais vraiment pas ça. Et je me suis dit: «Bah, en fait, autant faire dans le bodybuilding, autant faire dans la musculation, c'est ce que j'aime et c'est». Je faisais déjà un petit peu des programmes à gauche, à droite pour des amis, pour des gens qui me suivaient sur Instagram, voilà. Et tout simplement, j'ai pris cette décision, voilà, de créer ça. Puis, en fait, tout simplement, ça vient du fait que, quand je regarde en France les coachs, les préparateurs, notamment en bodybuilding, mais même les coachs de manière générale ou même les conseils, en fait, de manière générale, quand ça dépasse le basique et même des fois le basique, on s'en mêle un peu les pinceaux, j'ai l'impression, avec des notions très basiques. Je sais pas si une volonté de complexifier les choses, je sais pas s'il y a de la bêtise, je sais pas si enfin, en fait, je vois beaucoup de mauvaises informations et de mauvais préparateurs et enfin, mauvais coachs en général et au-delà de faire perdre du temps et de l'argent aux gens, en bodybuilding, la différence avec le fitness ou la musculation, c'est que, bah, c'est un peu plus «dangereux» entre guillemets, c'est un peu plus, et non seulement les produits, mais le fait de tirer sur le corps à répétition, enchaîner des périodes de prise de poids, de perte de poids, tout ça, en fait, ça taxe le corps et si c'est pas fait dans des conditions optimales, en comprenant absolument pas mal d'aspects, eh bien, le souci, c'est que, bah, les gens non seulement perdent leur argent, leur temps, mais également leur santé. Et en France, j'ai l'impression qu'il y a, il y a très peu de personnes qui sont aptes à gérer tous ces aspects de manière correcte. Donc ça m'a un petit peu poussé à, vouloir créer quelque chose de, un peu plus, en termes d'information comme en termes de coaching, parce que je donne pas mal d'informations gratuitement, à créer quelque chose un peu pour élever un petit peu le niveau. Donc je me suis dit: «Je vais me consacrer à ça» et donc sur Instagram, si vous regardez mon compte César Coaching, Mmh. c'est exactement ça, c'est je fais des vidéos régulièrement, je donne des infos régulièrement, je parle de plein de sujets et à côté je montre mes athlètes et voilà, je fais du coaching. Alors comment, je suis, arrivé en être coach, aussi jeune? Alors j'ai pas fait de BPJEPS, je me suis inscrit depuis 1 an là à un BTS en diététique. Comme je t'ai dit, voilà, c'est la culture du diplôme en France. Moi, ma spécialité en tant que coach à l'heure actuelle, c'est, bah, le culturisme, hein, forcément. J'ai des athlètes qui font de la musculation, j'ai des athlètes qui préparent, du rugby. J'en ai un qui va en première division, il faut le préparer pour son poste et cetera. En fait, je fais pas mal de choses, même des concours pour l'armée et cetera. Mais bien sûr, forcément, ma passion, mon cœur tend vers préparer des gens pour du body. Donc là, j'ai pas mal d'athlètes en stock, qu'on va essayer de faire monter pour début 2022. On va repérer un peu les compètes et cetera. Je vais vraiment prendre le temps d'avoir des gens prêts. Pas de précipitation, surtout que, bah, dans 6 mois, on sait pas vraiment où on en sera avec, le covid et cetera. Ouais. Donc j'aime pas avancer dans le flou, donc autant, prendre notre temps et voilà. Donc en gros, disons qu'il y a 4 sources, d'informations pour moi, enfin de formation. C'est donc, bah, non seulement le BTS diététique dans lequel je me suis inscrit, mais ça c'est plus, pour les bien portants ou les malades, c'est pas tellement les sportifs, tu vois? C'est solidifier mes connaissances en biochimie, en microbiologie et cetera. Mmh. Ensuite, bah, il y a mon expérience forcément, j'ai essayé beaucoup de choses, seul et avec mon préparateur. Ensuite, je suis quelqu'un qui lit énormément. J'ai dévoré, je sais pas si tu connais, c'est par exemple le docteur Scott Stevenson qui fait le Fortitude Training, Ouais, bien sûr, ouais. un américain. J'ai dévoré ces 2 bouquins, enfin ces 2 gros bouquins, il en a fait pas mal. Pareil, je suis un gros fan de Jordan Peters au Royaume-Uni. Mmh. Avec sa Je pense son que application et ses forums. exactement. En fait, si tu fais un tour sur mon Instagram, peut-être moins dernièrement parce que j'étais en fin de prépa, mais si tu fais un tour sur mon Instagram ou sur mon compte César Coaching, mes entraînements, c'est exactement ça. Moi, c'est vraiment ce que j'essaie de mettre en avant, c'est s'entraîner dur, bien le faire et comprendre tout autour, la récupération, la nutrition et tout ce qui va avec. En fait, c'est un package. Donc, lui m'influence beaucoup. Le pareil, Dante Trudel avec le DC Training et plein d'autres préparateurs dont je dévore les livres, les e-books et cetera. Donc, j'adore me former. En fait, c'est vraiment, bah, forcément une passion donc, et ça se transparaît bien sur les résultats de mes clients tout simplement, donc j'en suis ravi. Et puis après, bah, il y a, voilà, donc toute l'expérience, le fait de travailler avec un préparateur qui est lui-même préparé par,
le meilleur préparateur de parce qu'ils élisent le meilleur préparateur en Bulgarie. Donc lui, il est préparé par le meilleur préparateur de Bulgarie, qui est un des meilleurs préparateurs d'Europe. Donc forcément, ça déteint sur son coaching, ça déteint sur le mien et ça déteint sur, bah, nos résultats à tous. Ouais. Donc voilà, c'est il y a pas mal de sources comme ça qui convergent. Le souci étant, c'est que, bah, à mes yeux, j'ai pas mal d'amis qui ont fait du BPGEPS. Moi, j'ai rien contre le BPGEPS, j'ai rien contre, n'importe quel diplôme, Bayesian et cetera. C'est le problème, c'est que, bah, moi, dans ce que je veux me spécialiser, le bodybuilding, il y a pas de diplôme de bodybuilding, en fait. Ah Donc non, c'est bah, beaucoup aux de États-Unis, tu en as, mais après ouais, mais côté européen, du moins reconnu ouais, en France, tu vois ce que je veux dire? ouais, c'est C'était ça. surtout, ça. Il y a pas. Il y a pas et on est un petit peu en retard là-dessus. En même temps, c'est très spécial, c'est très niche, mais du coup, voilà, je passe un diplôme très généraliste et très, enfin reconnu en France surtout, qui me donne des bonnes bases, dans ce que j'ai pas pu forcément étudier, ce qui est un peu pas anecdotique, mais ce qu'il faut savoir sans pour autant que tu l'utilises. Et après, je compte faire une formation un peu plus axée, anatomie, biomécanique et cetera. Parce que pareil, je connais les rudiments, je connais les bases, je comprends le corps humain, mais si tu me demandes, je sais pas, le nom du tendon sous, tel muscle, je vais peut-être pas te le sortir rapidement, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est étape par étape, c'est au fil du temps, se former, mais voilà, forcément, je me tourne davantage vers, des préparateurs, des gens qui ont de l'expérience parce que, à mes yeux, c'est là où j'aurai les infos utiles pour mon coaching et également pour, bah, ma personne, pour comprendre ce que je fais et mieux le faire, tout simplement. OK. Bon, c'est assez intéressant. Après le BTS Diète, moi pour l'avoir, fait aussi, Mmh. c'est quand même, très, comment Je suis dire? pas Très d'accord avec toi. théorique, très théorique. Voilà. C'est très bien pour, comme tu disais, tout ce qui était, Le côté biologie. chimie, Ouais, voilà, voilà, c'est ça. ça j'aime beaucoup. Le Après, côté bien sûr, application, fait un peu peine à voir quand même, je trouve après, voilà, mais il y a du lait partout, faut du ouais, voilà, voilà. Charcuterie, lait, machin. voilà. Je suis complètement d'accord avec toi, mais voilà, moi, c'est plus le côté scientifique où, bah, en fait, comme j'ai pas fait des études scientifiques, même si je connais les rudiments, comme je t'ai dit, finalement, il y a des choses que j'estime qu'il faut que je sache et je m'y retrouve vraiment Ouais, bien sûr. les matières qui sont présentées dans ce BTS, même si bien sûr, quand je vois les diètes, quand je vois les machins, bon, c'est sûr que c'est un petit peu, Ouais, ça fait peur, hein, pas ça, franchement. c'est pas ça. Bah, après on comprend mieux après l'état général de la santé, française, on va dire, mais bon, Mmh, c'est encore un autre débat. bien sûr. Un long débat. Heu, du coup, maintenant, on va peut-être parler plus du bodybuilding, de toi dans le bodybuilding. Mmh mh. Tu as dit que Arnold, tu étais grandement inspiré d'Arnold. Beaucoup, C'est beaucoup. vraiment Arnold qui t'a inspiré ou est-ce que tu as d'autres athlètes qui t'inspirent actuellement ou qui t'ont inspiré? Oh oui, bah, de toute façon dire que Arnold m'a motivé pour faire de la musculation, je pense qu'il y a pas plus cliché. Donc Ouais, on va sortir un petit peu d'autres et c'est pas forcément les plus pas les plus connus, mais c'est pas forcément les plus gros champions parfois. Par exemple, il y en a un et mon culturiste préféré actuel, c'est Peter Molnar. Bon, ouais, il est venu maintenant en NPC, là, il est qualifié pour Olympia en classique en et classique. cetera. Mmh. Mais pendant longtemps, il était à la NABA, il tournait sur des shows européens, et vraiment son physique, j'aime beaucoup Arnold, mais Arnold, voilà, c'est tellement d'autres choses qui gravitent autour du physique. Il y a sa Oui, c'est ça, réussite, il y a son c'est ça. charisme, il y a qui il est, et objectivement Arnold, niveau des enfin, il est bien à son époque, mais il a Oui, pas beaucoup de jambes, pas beaucoup de dos. Je suis un grand fan de bras, c'est ce qui aide aussi, mais Peter Molnár, à mes yeux, est incroyable. C'est ju il y a une qualité, il y a des insertions, il y a une c'est un bon poseur, le mec, sourit, le mec sait se tenir, le mec, il doit avoir je ne sais combien de médailles d'or chez lui, je sais même pas si je pense qu'il doit avoir une pièce exprès pour ça parce qu'il a absolument tout gagné en Europe. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup honnêtement, ça c'est je trouve que, il est très connu, mais en même temps on le voit pas beaucoup, c'est dommage. Après, c'est bah, après peut-être que il arrive à peine en Pro League, voilà. ouais, puis dans Enfin, les pays de l'Est avec, toutes les compétitions qu'il a gagnées là-bas notamment, parce ouais, qu'il en a c'est pas gagné très plus, médiatisé. Là, il va être plus vu, je pense, maintenant. en tout cas les Américains, c'est vrai qu'on l'ont peut-être découvert un peu plus l'an dernier, même s'ils le connaissaient déjà. Voilà. Mais Ouais, le grand public américain, en tout cas, l'a découvert et ils attendent vraiment qu'il arrive sur scène à Olympia cette année je pour pense voir ce qu'il qui vient sera à il côté s'implique, les ouais. Je si
je l'ai jamais vu arriver hors, enfin, en mauvaise forme. Ouais. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien parce que j'ai énormément de respect pour tous les athlètes qui sont qualifiés au Miss Olympia dans chaque catégorie, hein. Mais en classique, Chris Bumstead est à des années-lumière de tout le monde. Le top 5 Monsieur Olympia classique de cette année, enfin du dernier je veux dire, donc de Ouais. fin 2021 fin 2020, m'a pas spécialement impressionné. Terence était incroyable, Chris était incroyable. Bien sûr, tous les athlètes sont incroyables, ils sont très beaux, c'est les meilleurs À mondiaux. ce niveau-là, oui, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est quand on sort du top 3, enfin du moins pour cette année, voilà. Donc je pense que s'il y a un niveau similaire l'an prochain, Peter Molnar, pourra très facilement se frayer un chemin parmi les athlètes, du top 5, top 3, honnêtement. Donc j'ai hâte de voir ça. Après pour d'autres culturistes que j'aime beaucoup, heu, qui me vient en tête comme ça, hem, j'aime bien, Eddie Choupan, depuis peu. Avant je regardais de loin, je me disais: «Ouais, il est énorme et tout», mais plus le temps passe, tu sais, plus le temps passe, plus tu vois les bodybuilders, plus tu t'habitues, puis finalement plus et j'aime beaucoup. Puis comment il présente sur scène et cetera. Non, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Après j'en ai pas 36 000, j'aime bien il y a un Ukrainien. Il y a un Ukrainien, je vais peut-être écorcher le nom parce que, voilà, c'est compliqué, mais c'est Vlad Suoruko. Ouais, ouais. Celui qui avait terminé deuxième à Roumanie, juste devant C'est Théo. ça. Derrière, Regan et Ouais, devant Théo. c'est ça. Il avait gagné le top de Colmar justement quand j'y étais en 2018, en junior. J'avais et honnêtement, j'avais jamais vu ça de ma vie. Ça m'a bluffé. On voyait que lui. Ils étaient 30, on voyait que lui. Il avait dû arriver à la pesée à 6 heures du matin pour avoir le dossard numéro 1 et être en tout premier de la file. J'avais jamais vu ça de ma vie et jusqu'à aujourd'hui, je le suis beaucoup et je regarde beaucoup son évolution et il m'a énormément inspiré dans comment je me présente sur scène, parce qu'on voyait que lui. Mais je le répète, mais c'est ça, on voyait que lui. Il a atomisé tout le monde et et voilà. Il a une belle ascension également parce que depuis Oui. 2018, il est passé pro, il est allé au Koweït, il a fait donc second au Romania Fest Pro là donc derrière Regan et Alors qu'il dans s'était viandé en Espagne, juste avant. exactement. Il posait très mal en Espagne, il posait Ouais. très mal et puis, je sais pas, je pense que peut-être qu'il était un peu off côté condition même si, de ce que j'en voyais des photos hors scène, il était très conditionné. Je pense qu'il y avait plus de niveau. Romania, il y avait beaucoup moins de niveau comparé à Europa Pro. Mais voilà, c'est un athlète que j'aime beaucoup également. Après si on remonte un petit peu le temps, bah, je pourrais t'en citer plein. J'aime beaucoup, Dorian Yates. C'est un peu comme, Jordan Peters. Le côté surtout entraînement, je pense, m'attire beaucoup et Ouais. fatalement, j'aime l'athlète de manière générale. Je suis un grand fan, voilà, des années 70. Regarder Pumping Iron et voir tous les athlètes, ça me détend. Il y a pas de recharge, il y a pas de décharge, il y a pas de ils se marrent entre eux, ils montent sur scène et puis bam, j'aime bien cette ambiance aussi et voilà. Je pense que c'est un petit peu les principaux là que je t'ai cités parce que j'aime un peu tout le monde finalement. OK. Donc du coup, si on pour parler plus entraînement, de là, cette fois-ci, entraînement, nutrition, tu es plus Mmh, sur une approche du coup donc entraînement, lourd et puis, avec l'intensité max quoi, en fait? voilà, lourd, bas volume, la fréquence, bah, en général, elle est assez haute si je dois améliorer un point. Par exemple, les jambes, je les faisais assez régulièrement ces 2-3 dernières années. Mmh mh. Et là, par exemple, c'est avant cette saison-là, depuis 1 an, là, on se concentrait aussi pas mal sur les bras et bah, pareil, c'est lourd, enfin, on alterne lourd, technique d'intensification, mais c'est globalement assez lourd. Des séances pas forcément courtes, mais en termes de volume assez basses. Je fais en général, 2 séries de trail par exo, un top set, un back off set en général. Donc ça veut dire, pour les non anglophones, ça veut dire une série très lourde et une série un chouïa moins lourde, ou bien une série moins lourde et une série très lourde. Mais en tout cas, voilà, c'est par exo, je mise beaucoup sur la surcharge progressive, devenir de plus en plus fort. À mes yeux, c'est surtout à mon niveau. Pour un débutant, ça me paraît être un petit peu moins une obsession à avoir, même si c'est un bon moyen de quantifier quand même ses progrès. Mais à mon niveau et au niveau, au-dessus, devenir de plus en plus fort, bien sûr avec une exécution bodybuilding sur ces mouvements,
c'est vraiment le meilleur moyen de quantifier sereinement ses progrès et ça transparaîtra en masse musculaire parce que c'est le meilleur moyen de faire de l'adaptation. Donc à mes yeux, voilà, pourtant mes premières années de musculation, je faisais beaucoup je m'entraînais chez moi, donc je m'entraînais pas du tout comme ça. Donc j'ai pas créé ma base sur du lourd, donc le lourd, c'est pas un truc que je fais faire absolument tout le monde tout le temps, pas du tout, je suis pas enfermé là-dedans, mais c'est quand même dans les grandes lignes ce que j'aime le plus faire et c'est ce qui, à mes yeux, marche le plus et quand c'est fait intelligemment, bien sûr, parce qu'à Mmh. côté, il faut s'étirer, à côté, il faut choisir bien les exos parce que par exemple, moi, c'est un exemple, hein, mais ça peut être autre chose. Je suis très, les pectoraux, si je fais du développé couché barre très lourd, je pense que je me pète un pec à un moment. Par contre, si je fais du développé couché aux haltères très lourds, là, il y a aucun risque. Donc, je vais plus miser ma progression sur les haltères. En fait, c'est voilà, la modulation du choix des exos, parce que quand on fait du lourd, faut être à l'aise dans le mouvement. Et en fait, voilà, tout ça est en tout, côté entraînement du moins. Et le lourd, à mes yeux, c'est pour créer un physique dense, pour créer un physique massif, tous les bodybuilders les plus forts sont les plus gros et inversement. Pour moi, c'est au bout d'un moment, on doit beaucoup se reposer là-dessus. Je trouve que c'est assez important à mes yeux. Ouais, bah, de toute façon, s'entraîner, avec, le pied sur le frein, au bout d'un moment, ça fonctionne pas. Même si on est doué génétiquement, il faut quand même, Pour se tenir dessus. maintenir, tu sais, à Oxygen Gym, ils sont tous sur des machines, mais c'est des gens qui ont déjà une certaine masse musculaire. Ouais, c'est C'est ça le pour se truc, ouais. maintenir. Voilà. C'est pour créer cette masse musculaire. Tu vois les photos de Jay Cutler, selon je parle un peu de nutrition, mais pour faire un écho à ça, mais pour construire le physique, je sais pas si toi j'imagine que tu les as vus forcément, mais pour les gens qui nous écoutent, les photos de Jay Cutler en hors saison, il est absolument obèse. Les photos de Flex Lewis en hors saison, il est absolument obèse dans ses premières années. Mais ça a été nécessaire pour arriver à ce niveau de masse musculaire et à côté, il s'entraînait très lourd, donc il se goinfrait également pour passer des caps physiquement, c'est capital. Maintenant qu'on arrive à un gros niveau, quand on prend de l'âge, quand on a pris des années de musculation, on n'a plus les mêmes muscles, on n'a plus les mêmes articulations au niveau résistance. Donc, faut être un peu plus méthodique et parfois pour se maintenir en termes de volume, parce qu'on peut pas tellement pousser plus le corps. Ou alors, ça ne vaut pas le coup de prendre les risques qu'on prenait avant pour passer ces caps physiquement. Et bien, tout simplement, s'orienter vers du moins lourd ou des machines ou plus des techniques d'intensification pour garder ce volume, ça peut être plus intéressant. Mais pour arriver à un certain niveau, il faut passer par là à mes yeux. Ah, Jay, c'est le bon exemple, comme tu disais, parce que, Mmh. il y a une phrase célèbre, que je pense beaucoup ont entendu de lui, c'est que, on peut pas avoir un physique si au squat on n'a pas saigné du nez. À un moment, il dit, Mmh. c'est un exemple comme un autre. Après, on a vu aussi que alors il s'est adapté au début de sa carrière professionnelle, il s'est adapté, au fait qu'il était contre Ronnie Coleman, donc bah, il était obligé de s'entraîner très lourd pour avoir le plus de masse possible et de densité Mmh. musculaire. Et puis on a vu que sur la fin de sa carrière, de par l'âge et de par ce qu'il avait accompli, il a aussi modifié son entraînement en étant sur même s'il s'entraînait très lourd, hein, il avait quand même modifié tout en gardant son aspect du volume d'entraînement et il avait un peu Plus haut, modifié ouais. son entraînement. Ouais, il sur la fin de sa carrière, il est réputé pour s'être entraîné avec un peu plus de volume, ouais, exactement. Ouais. Tout en s'entraînant lourd, mais Après, il y a eu le ouais, changement de coach, il y a eu plein de choses, hein, mais bon, oui, il est passé chez Rambot et cetera, voilà. oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est un bon exemple de voir aussi comme tu disais en fait que, bah, il faut commencer par la base et puis il faut savoir aussi après, ben, s'adapter et puis l'autre exemple qui peut revenir et que tu as cité, c'est Dorian Yates qui a Mmh, peut-être pas su s'adapter au bon moment et qui a fini la carrière, voilà, malheureusement, voilà quoi. c'est en fait, je pense que en fait, s'entraîner en hors saison et s'entraîner en sèche, j'aurais tendance à pas changer les choses dans les grandes lignes, mais il y a des petits Ouais. détails où il faut faire attention parce que le corps se fragilise. Au-delà de là, ce dont on parlait, par exemple, au fil des années et cetera, passer des caps physiquement, faut s'entraîner en lourd, faire des mouvements libres, voilà et ensuite, quand on vieillit, quand on a déjà cette masse pour la maintenir, faut prendre moins de risques. Mais il y a aussi le côté périodisation avec prise de masse, perte de gras. Donc, la sèche, en sèche, le corps est plus fragile qu'en prise de masse et je pense que Yates, s'entraînait absolument pareil et avec parfois peut-être des charges très similaires, en sèche comme en prise de masse et je pense que, bah, voilà, il s'est pété un biceps, il s'est pété l'autre biceps, il s'est pété les triceps. C'est ça. C'est des muscles, voilà, enfin, je pense qu'il sortait pas de son spectre
de Heavy Duty, de Hit, je sais plus c'est lequel qu'il a inventé. Je confonds avec Mac Menzer toujours, Ouais, bah, les il a deux. repris Mike Menzer, de toute façon, donc, C'est le même style de toute ouais. façon. Mais je pense qu'il savait pas lever le pied en prépa. Non, non, il Euh, voulait pas surtout, en fait. Voilà. Et moi qui suis, aussi un petit peu, bah, forcément fatalement, un bourrin à m'entraîner comme ça, là, le dernier mois, par exemple, les pectoraux, j'ai brassé de l'air. J'avais tu sais, les tendons des pectoraux là, enfin, l'insertion là vers l'épaule, je sentais que c'était très tendu, donc j'ai fait de la barre guidée et j'ai pas mis plus de 80-100 kilogrammes. J'ai pas perdu mes pecs pour autant, tu vois? Mmh. Mais c'était un truc à faire parce que c'était ça où ça allait péter. Et j'ai pas envie de me péter un truc, surtout en prépa, et j'ai pas envie de me péter un truc tout court. Et 4 semaines dans l'année où je vais un peu brasser de l'air, ça me fera pas perdre les pectoraux que j'ai depuis 7 ans, que je construis depuis 7 ans. Donc faut savoir avoir ce recul-là également, et je pense que quand tu as la tête un peu dans le guidon, tu pas vraiment, tu sais, et quand tu es vraiment enfermé dans ton système d'entraînement, c'est un peu compliqué, je pense, de lever le pied, tout simplement. Mais parfois, faut savoir le faire. Bien sûr. Faut savoir le faire parce qu'une blessure, à court, à moyen et à long terme, ça va être pénalisant sur ta carrière, et je pense que parfois faut savoir, et pour moi, c'est très compliqué parce que je suis jeune, tu vois? Je me sens invincible parfois, je suis un peu un bourrin parce que je m'entraîne lourd à l'année, enfin l'année, le reste du temps, on va dire, quand je suis en prise de masse. C'est compliqué parfois de lever le pied sur la fin de sèche, même si j'essaie de garder mes charges lourdes jusqu'à la fin parce que quand même, les charges lourdes ont créé le muscle, elles vont nous aider à le garder. Mmh. Mais il faut être intelligent. Il faut être intelligent, et parfois, il faut savoir se dire: «Si là, au lieu de faire du rowing à 60 à un bras, je le fais à 50, ça changera rien dans 2 semaines à mon physique». Parce que voilà, ça fera pas les différences. J'y mets de l'intensité, je contrôle plus lentement et ça fera le taf. Faut être intelligent, faut avoir du recul. Et parfois, quand on a trop la tête dans son training, on se dit: «Ouais, mais il y a 2 semaines, j'ai mis ça, je le remets, allez, vas-y», et puis ça pète et tu regrettes. Donc voilà, faut être mesuré, faut être mesuré. Faut savoir quand y aller et quand se retenir. Et bah, c'est marrant que tu finisses par ces mots. C'est au niveau de la diète, c'est pareil parce que alors Mmh. sachant en plus que tu suis donc Jordan Peters, dans un de ses podcasts qu'il avait fait récemment, je crois, je ne sais plus qui c'était que j'avais entendu, et c'est ce qu'il disait. Il disait que c'était un des trucs qu'il regrettait, c'est qu'il avait poussé la bouffe vraiment très fort et Ouais, que pour lui, il pensait que c'était ça qui avait détruit un petit peu, sa sangle abdominale notamment. oui, Est-ce que c'est vrai tu que penses il y a le ventre. que toi aussi, faut que tu sois modéré dans ton approche de la diète pour pas monter trop haut, comme tu disais, comme être obèse comme a pu l'être, peut-être Lee Priest notamment, ou même Oui, dernièrement, Sean bon Roden? exemple ça aussi. Alors, côté diète, alors déjà, on met de côté, avant, parce qu'on va rester sur la diète, mais côté les produits, bien entendu, il y en a certains qui font, gonfler le ventre, qui font grossir les organes internes, et ça contribue. Voilà, ça C'est contribue. sûr. Mais pour rester sur la diète, oui, bien sûr, en fait, c'est surtout, je pense, et je pense qu'il y a pas mal, dont Jordan Peters, je pense qu'il y a pas mal de préparateurs qui s'accordent dessus, et un truc qui a été négligé pendant pas mal d'années dans le bodybuilding, c'est, la digestion, la bonne digestion, se supplémenter côté digestion. Je pense qu'il y a beaucoup de bodybuilders qui se sont empiffrés, alors à raison, parce que la bouffe compte beaucoup quand même pour faire des gains, et comme on le disait tout à l'heure, hein, pour passer des caps physiquement. Moi aussi, j'ai mangé, enfin, la première fois que je suis monté à 100 kilogrammes, je te raconte pas les repas que je faisais, hein. C'était nécessaire. C'était nécessaire. Mais le souci, c'est que si tu es tout le temps, ballonné, si tu as tout le temps le ventre gonflé, si tu as tout le temps le ventre plein, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, et au bout d'un moment, il y a une distension qui se fait au fil du temps, à gauche, à droite, légèrement, prise de masse par prise de masse. Et je pense que, faire attention et s'assurer de choisir des aliments qu'on digère bien, Ouais. essayer au maximum d'étaler ses repas dans la journée, donc de pas faire des trop gros repas d'un coup. Également bien s'hydrater parce que ça fluidifie le transit, hein, ça contribue. Se complémenter, la glutamine qui est très populaire dernièrement dans le monde du bodybuilding, il y en a des c'est puis scientifiquement, c'est prouvé que ça aide énormément. Tout ce qui est, voilà, avoir des apports en fibres assez conséquents. En fait, c'est individualisé parce qu'il faut choisir ses aliments selon notre digestion. Moi, je sais qu'il y a des choses que je digère pas, puis avec l'âge aussi, le ventre peut en prendre un coup, puis également la digestion, donc tout est lié, en fait.
et je pense que ça, oui, ça survient surtout chez des bodybuilders qui, en fait, sont dans l'abus et bah, l'abus dans produits comme entraînement, comme diète, ça fait rien de bon et hem et je pense vraiment, tu vois, que la digestion, c'est un gros point clé parce que, mmh, justement, cette première prise de masse où je suis monté à 100 kilogrammes fin 2019, c'était la première fois que je passais la barre des 3 chiffres. J'étais ballonné souvent. Ouais. J'étais ballonné souvent parce que je mangeais beaucoup et il faut digérer, quoi. J'allais au training, je me souviens, il y a même une vidéo où, on le regarde avec des potes encore maintenant, on rigole, où je fais du rowing bar buste penché, mais avant, j'ai mangé 400 grammes de patates douces, 200 grammes de salade, 180 grammes de viande, mais vraiment juste avant, quoi. Parce que, tu sais, je sortais de la fac, j'avais pas le temps et j'ai le ventre, qui dépasse de la ceinture. C'est moche, c'est moche. Mais ça, c'est des choses à éviter, il faut s'assurer de bien digérer. Je pense vraiment que la clé, c'est la digestion. Mais bien sûr, en fait, même si tu digères bien et que tu bombardes des quantités, il faut garder en tête que, bah, le système digestif, il raque, le ventre, dans tous les cas, sera un peu gonflé et donc voilà, faut être intelligent. En fait, faut prendre son temps, faut éviter de faire des trop grosses prises de masse trop courtes où on va pousser trop vite. Faut monter crescendo, faut écouter son corps, faut savoir quand aussi également lever le pied côté bouffe, parce qu'on parle de lever le pied côté entraînement, mais également lever le pied côté bouffe. Changer les aliments, faire des périodes peut-être de mini sèche, justement Jordan Peters en fait également, où là on va reposer, bah, le corps, le système digestif. Si on peut le coupler à un déload où on va baisser un peu le poids côté entraînement, bah, écoute, on fait d'une pierre deux coups. Faut savoir en fait, et c'est un truc que je disais dernièrement, pour être à 100, faut savoir en fait ne pas être à 100. Si toute l'année tu veux être à donf, faut qu'il y ait des moments, en fait, c'est pas possible. Et en tant que compétiteur, c'est exactement ça, parce qu'il faut qu'on soit prêt à un jour, un moment donné, pendant 1 heure, pendant 10 minutes, c'est là où il faut qu'on soit au top. Et tout le reste de l'année s'articule autour de ce moment, ces 10 minutes de scène. Donc en fait, il faut qu'il y ait une période avant de préparation où on se prépare et une période avant cette préparation et après la compétition, après la dernière compétition, en fait, où on se repose. Et reposer, c'est reposer les articulations, le système digestif, les organes internes, le système nerveux, les muscles, les tendons, tout en fait. Et si jamais on bombarde à l'année son ventre, son système digestif, bah, fatalement, il y aura une distension, il y aura des problèmes au niveau du microbiome, il y aura, ça laissera des séquelles, quoi. Quand tu manges, et je sais plus c'est qui disait ça, c'était un culturiste connu. J'ai vu ça assez récemment, non, c'est Fouad Abiad dans son podcast. Ouais. C'est sa mère qui lui disait ça. Sa mère lui disait: «Tu manges comme 3 personnes, non, tu as mangé, en l'espace de 25 ans, ce qu'une personne mange toute sa vie. Est-ce que tu crois que ton corps va bien le tolérer?» Et bah, ça résume exactement ça, en fait. C'est dans tous les cas, le corps va prendre cher, le ventre, pour y revenir, va prendre cher, mais il faut être le plus mesuré et avoir le plus de recul possible pour limiter la casse, en fait. Ce sport, le bodybuilding, c'est limiter la casse parce que dans tous les cas, on va avoir un souci à un moment, petit comme gros, et je le souhaite à personne. Donc, tout est question de mesure et faut savoir jauger, quoi, pour Ouais, tout. c'est ça, mais de toute façon, les excès, dans un sens comme dans l'autre, hein, ne sont pas bons, hein. Toujours mauvais. Exactement, exactement. Au niveau des produits aussi, tu me disais, bon, il y en a certains qui plébiscitent, on va dire, certains produits qui sont Mmh. plus à même de gonfler le ventre, et les organes, comme tu disais, ou même tout simplement de favoriser la prise de gras parfois, quand ils sont un petit peu Ouais, mal pris, donc faut faire attention, sans c'est compter quelque chose en plus, bien sûr, hein, c'est à très haut niveau bodybuilding, en fait, la chimie, la diète et l'entraînement sont vraiment au même niveau, en fait. Tout est aussi important les uns que les autres et tout fait des dégâts autant que les uns que les autres. oui, c'est Donc ça, c'est ouais. c'est un tout, c'est un tout. C'est pour ça qu'il faut être bien encadré. Si on sait pas soi-même, il faut être bien encadré. Pas forcément pour avoir des connaissances nécessairement tellement en plus, mais surtout avoir un œil extérieur et savoir, là, faut lever le pied, là, faut être à fond, là, faut arrêter, là, il faut reprendre, et cetera. Et d'ailleurs, je suis en train de penser, il y a, je crois que ça se développe un petit peu maintenant en France, même s'il y a pas beaucoup de comment ça s'appelle? De cabinets médicaux qui le font, mais Flex Lewis, il avait passé une grosse prise de sang qui te permet Mmh. d'analyser donc en fait
les aliments dans lesquels, entre guillemets, tu es allergique, parce que en soi, tu fais pas d'allergie, mais tu les assimiles pas ou, ou très mal. Mmh. Et du coup, en faisant cette prise de sang, Flex s'était rendu compte notamment que les œufs, c'était pas bon pour lui. Je crois que c'était les flocons d'avoine, et cetera. Alors qu'il avait pas forcément de troubles digestifs plus que ça. Mais en fait, ça lui faisait manger beaucoup, alors qu'il assimilait pas autant que ce qu'il mangeait, et du coup, il a recentré, ses choix alimentaires. Et donc voilà, en tout cas, je sais qu'en France, il y a certains labos qui le font maintenant. Donc je sais pas si tu connaissais, si J'étais pas tu du tout au courant. J'étais pas du tout au courant, rien que pour Flex Louis, hein, donc pour tout. Je savais pas du tout que ça se faisait. ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, j'essaierai de retrouver le lien du site français enfin, du laboratoire français que j'avais trouvé qui le faisait. C'est-à-dire que tu les contactes, ils t'envoient comment ça s'appelle, un pack, en fait, pour aller faire le prélèvement dans le labo qui est à côté de chez toi. Tu leur envoies, tu leur envoies le truc, c'est fait exprès, par un chrono, je sais pas quoi. Et Mmh. ils te font une liste, du coup, donc des aliments qui sont plus ou moins, adaptés à toi. Et en tout Ah cas, bah, c'est ça marche plutôt pas mal, et c'est assez développé en Belgique, je crois. bah, plus de toute façon, plus tu en sais sur ton corps, mieux c'est, hein. Donc honnêtement, si ça marche, si c'est réellement, si ça marche vraiment et c'est digne de confiance, c'est oui, ça peut aider, c'est sûr. Faut également prendre en compte, bah, aussi le type de personne. Est-ce qu'on a affaire à un Européen, à un Africain, enfin, parce qu'on n'a pas historiquement, on n'a pas eu accès aux mêmes nourritures. Donc le système digestif n'est pas habitué, par exemple, un Africain, il y a pas beaucoup de vaches chez lui, si tu lui fais boire du lait, il y a plus de chances qu'il le digère très mal qu'un Européen, C'est ça, par ouais. exemple. Et pareil pour, certaines graisses, certains animaux, et cetera. Donc Mmh. je pense que oui, c'est une bonne donnée à avoir. Si c'est fiable, je pense que oui, exactement. Ça pourrait être pas mal. Mais j'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Bah, écoute, j'essaierai de retrouver le lien et de le Ouais, ça mettre, m'intéresse. je te l'enverrai à toi, et je essaierai de le mettre dans la description du podcast aussi, pour ceux que ça intéresse. Juste un petit exemple, rapide. Donc, ta dernière prise de masse, à peu près, t'es monté à combien en termes de carbs, en termes de fat et de protéines, à peu près? Alors, les macros, ouais, mon préparateur me fait les diètes, mais il me les note pas sur le je peux Ou donner un donne, ordre d'idée de la diète? Je peux te la ouais, réciter. donne ça, ouais. Ouais. Niveau macro, je saurais pas te dire, mais c'est assez on va dire, niveau glucides, ça oscillait entre 600 et 800 grammes de glucides en jour de training. Ok. Sachant que c'est pas la prise de masse où j'ai mangé nécessairement le plus de glucides. Honnêtement, j'avais déjà poussé plus la première fois où j'ai atteint les 100 kilogrammes. Donc en gros, le matin, je mangeais, 8 œufs, 100 grammes de bacon, j'avais peut-être 200 grammes d'avoine avec, des fruits secs ou, des fruits, au choix. Ensuite, j'avais 2 repas plus ou moins identiques avec, du riz complet, genre, 200 grammes crus, 180 grammes de viande cuite, un truc comme ça, ou 220 grammes, cuits, dans ces eaux-là. Ensuite, pareil, le soir, viande rouge, dans les 250 grammes cuits avec, 300-400 grammes de pommes de terre, un peu de salade, et puis voilà. Donc ça me faisait 4 ou 5 repas comme ça dans la journée, 5 plutôt, 5 repas, tu vois, dans ce style-là dans la journée. Et puis à côté, bah, les entraînements. Enfin, en fait, je m'entraîne 2 jours on et un jour off et je reprends. En Ok. prise de masse, souvent on fait ça. Ça marche bien sur moi, comme ça on fait un jour bas du corps, un jour haut du corps, repos, et on reprend sur le bas du corps. Ouais. Et hem et en général, les jours de repos, je mange un petit peu moins de glucides forcément pour être, resensibilisé à l'insuline et Mhm. mieux gérer tout ça. Puis le soir, je fais un gros repas avec des glucides puisque le lendemain matin, on rattaque avec les jambes pour être bien, comme disaient les Américains, glycogen, loaded, donc Ouais. plein de glucides. Ok. On passera l'accent. Ouais, 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 j'ai rien dit. Du coup, et tu prends une boisson pendant l'entraînement? Parce que tu disais tu focuses quand même sur l'insuline et le glycogène, Ouais. du coup, enfin, sur le Alors système. ça dépend, ça dépend. Là, par exemple, la prise de masse, je prenais, de la maltodextrine. Je mettais peut-être 20 à 30 grammes dans l'intra-training. Alors au-delà de soutenir, bah, la performance forcément, c'est aussi une manière très facile de rajouter des glucides à sa journée en fait, C'est ça. puisque tu bois pendant le training, s'éloigner des repas plus ou moins, puis ça t'apporte du sucre parce que ça passe très rapidement la paroi de l'intestin, donc c'est très vite disponible dans le sang.
Donc ouais, c'est un truc que je faisais. Puis avec des acides aminés, comme Ouais. ça continue d'apporter des acides aminés, comme je vais pas sortir un poulet pendant le training, quoi. Ça continue d'apporter des acides aminés au corps sous une forme très digestible, un peu comme, les glucides que j'apportais pendant le training. Et puis de toute façon, protéines aident à mieux améliorer glucides et inversement. Voilà. Là, c'était pour la prise de masse, c'était ça. Là, en sèche, je crois que j'avais que des acides aminés également, pas de sucre. Ouais. Et puis, voilà. Je crois que c'était la seule fois où j'avais fait vraiment un intra-training, autre que des acides aminés, parce que ça, je le fais de temps en temps, ça dépend des périodes, mais avec vraiment du sucre, tu vois? Ouais, Avant, on l'avait pas fait ça, je crois pas. OK. Les Vitargo, Heu c'était bien aussi, hein. C'est le sucre que vous aimez bien, que vous digérez bien selon, il y a des petites spécificités, mais voilà. et donc là, au niveau du futur, donc ça va être, l'objectif, ça sera donc voilà, ta prochaine compétition sera une compétition professionnelle. Tu te laisses Exactement. combien de temps? Et par rapport au poids de corps, donc tu étais en moins de 80 si je dis pas de bêtises ce week-end? Moins de 90, ouais. Donc Je suis passé 90. justesse. Ouais, ouais. Donc là, ton objectif, ça va être quoi? Ça va être de compétitionner en 212 parce que ça pourrait être la suite logique, ou de J'y ai passer en passé. open, de prendre le temps et d'aller en open? Alors, en fait, bon là, c'est encore un petit peu trop frais, mais j'y ai bien sûr Ouais, déjà réfléchi. Alors, il y a 3 opportunités qui s'offrent à moi en pro. Il y a, classique physique, même si c'est pas vraiment, j'aime beaucoup, mais mon cœur vraiment tend vers le bodybuilding. Mais ça peut être une bonne façon de commencer parce ouais, que j'ai pas une shape qui s'en éloigne tellement. Je pose pas trop mal et les poses, demandées en classique sont pas nécessairement des mauvaises poses pour moi. Enfin, de toute façon, je suis assez homogène dans toutes mes poses. J'ai pas vraiment de pose extrêmement bien et une autre extrêmement mauvaise. Donc je pense que je pourrais m'en sortir en classique, après à voir si je rentre dans les critères, si ça me convient, mais ça serait temporaire. Si jamais c'était à faire, ce serait temporaire. Je crois que j'ai le droit jusqu'à 94-95 kilos pour ma taille, je suis 1,75 m, en pro. Je sais qu'en amateur, j'aurais le droit à 83 kilos ou 85. Donc je crois là, j'ai 10 en plus au moins. La seconde, comme tu l'as dit, c'est 212, donc 212, c'est moins de 95 kilos, je crois. Et là aussi, ça pourrait être une bonne opportunité, pour commencer doucement, on va dire, même si, c'est très relatif. Mais oui, l'objectif final serait d'accéder à Open parce que, c'est là où il y a, en tant que fanboy, toutes mes idoles, on va dire, mais enfin tous ceux que je regarde le plus et que j'aime bien. ouais. Donc être à leur côté, ça serait super. Mais ça prendra plus de temps parce que j'ai pas envie d'aller en open pour aller en open. J'ai pas envie d'aller en open, la petite compétition où il y a 3 mecs, qui sont pas très gros et ça sera, enfin c'est, tu vois, c'est pas le, moi j'aime bien me confronter au niveau, mais ça prendra du temps. Donc les 2 autres options que sont 212 et classique peuvent être une première bonne approche, Ouais. au milieu professionnel à mes yeux. Mais là encore une fois, je dois faire le Portugal le mois prochain en amateur. Comme on savait pas que j'allais passer pro, et finalement j'ai décidé d'arrêter ma prépa ici, de Mmh. finir maintenant pour pas, je suis clairement pas au niveau dans les 3 catégories que je t'ai citées, donc autant attendre l'année prochaine. Je pense que c'est ce que je vais faire. OK. Je vais laisser une bonne année de masse et je pense que, en fonction de ce qu'on pourra faire, on avisera. On avisera, mais je pense que ce sera peut-être du 212 parce que ça me paraît être le bon compromis entre accessibilité et ce que j'aime faire, tout Bien simplement. sûr. Mmh. Ouais, et puis bon, il y a des bons exemples en 212, comme tu as cité, on a parlé de Flex Lewis, voilà quand même, Ouais, c'est quand il même, même s'il était qu'en 212 et même 202 pour commencer, ouais. la carrière est quand Bah, même folle donc en 212, il y a 2 types de compétiteurs. Il y a ceux qui sont tout petits et qui sont, énormes, et il y a ceux qui sont, à une taille un peu plus grande. Je pense à, Zane Watson, pardon. ouais. Ouais, Tu lui, sais, qui est pas un des plus petits et qui fait la taille d'un Men's Open, quoi, mais qui est en 212 parce qu'il a pas le même gabarit. Il y a Puis je peux t'en citer d'autres, il y a George Peterson, qui a fini 3e voilà. cette année, même C'est s'il est c'est c'est petit. des Exactement. C'est des petits bodies, même si la 212 est forcément un peu plus orientée vers les petits gabarits parce que, ils peuvent avoir plus de masse pour 95 kilos qu'un mec plus grand forcément. Mais pour autant, il y a ce type de compétiteur en 212 et ça me donne un petit peu d'espoir, pour au moins débuter dedans, tout Bien sûr, simplement. ouais.
Donc, je pense que ça peut être faisable. Voilà. Et donc pas avant, 1 an et toujours avec ton même préparateur, du coup? Bien entendu, ouais. Mon mon préparateur, c'est, comment dire? Jusqu'ici, on marche très bien ensemble, hem et je pense que c'est j'ai pas fait un dessin, ça marche très bien. Donc, je pense le garder le plus longtemps possible parce qu'au-delà d'être mon préparateur, c'est un ami. Il c'est pas seulement, me préparer, c'est pas seulement, il y a aussi le côté santé. Il fait attention à moi parce que, bah, je compte pour lui. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui rentrent en jeu. La manière dont il m'encadre, j'adhère complètement, même si bien sûr je serais pas fermé à faire complètement différemment avec quelqu'un d'autre. Mais voilà, il a toute ma confiance parce que toutes les fois où j'ai douté de lui quand on a débuté, quand on a machin, parce que tu sais, tu penses que tu sais tout, mais en fait tu sais rien. Et bah, toutes les fois où il m'a dit de faire un truc et je l'ai fait à contre-cœur, et bah, ça a marché et ça a marché au-delà de ce que j'aurais pensé. Et il y a plein de décisions qu'il m'a poussé à prendre que j'aurais peut-être pas prises ou pas osé prendre, qui au final se sont avérées être les bonnes Ouais. et même plus que les bonnes. Parce que c'est lui qui en fait, à la base, je me suis inscrit, par exemple, là, pour ce week-end en heavyweight, donc en moins de 100 kilos parce que je pensais être à 92-93 sur scène et finalement, à la pesée, j'étais à 89. Mmh. Donc je suis passé en moins de 90 kilos, ce qui était donc les lightweight, donc la catégorie d'en dessous. Et en fait, c'est secrètement lui, sans rien me dire, qui, m'a ajusté ma diète pour que je passe de justesse. Et au final, bah, ça m'a complètement servi parce que sans ça, je ne serais pas passé pro. Parce que si j'avais été en heavyweight, donc la tranche d'au-dessus de 10 kilos, Ouais. j'aurais été avec, Pablo, qui était donc le vainqueur du toute catégorie et bah, j'aurais pas fait ce résultat-là, tout simplement. Donc il y a plein d'autres exemples comme ça où, des fois j'ai posé mon ego, je l'ai écouté et j'ai toujours bien fait, donc il a toute ma confiance et ça, c'est très important. Et si jamais je change de coach, c'est lui qui m'orientera vers un autre préparateur et ce sera très certainement le sien qui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, est très, 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 très bon, un des meilleurs d'Europe. OK, bah, du coup, on a fait pas mal le tour. J'espère qu'au moment de ta prochaine compétition qui sera en pro donc, on aura l'occasion de refaire un podcast pour voir comment ça a évolué pour toi. Bah, ouais, ce sera un bon petit, une bonne petite différence, ce sera intéressant de faire ça, ouais. C'est Ouais. vrai. Juste avant qu'on arrête ce podcast du coup, donc, je mettrai en lien tous tes liens, pour te retrouver donc sur Instagram, que ce soit ta page de coaching et ta page d'athlète, on va dire. Bah, je te remercie. Et puis donc, je sais pas, alors avant de partir, est-ce que tu aurais un livre à conseiller? Tout à l'heure, tu as parlé donc de celui de Scott Stevenson, ça doit être celui de Be Your Own Bodybuilding Coach, je Oui, pense. Est-ce que tu as très bien. d'autres livres, même, autres que sur le bodybuilding, que tu conseillerais? Autre que le bodybuilding, mais en restant dans le sport? Bah, peu importe, hein, un livre que pour toi Ah ouais. qui est important. Alors, disons qu'on va rester quand même côté sport. Je pense que c'est dans la bonne logique. Alors, bah, déjà, forcément, il y a tous les Delavier qui sont des références mondiales, à tout niveau. Il a fait la boxe, il a fait la musculation, il a tout fait. Donc les Gundil et les Delavier sont excellents à mes yeux. J'aime beaucoup, comme je t'ai dit, bah, les préparateurs américains. Et il y en a 3 qui me paraissent être assez accessibles. Donc, si je dois en conseiller, je pense que ce serait ceux-là. Je les ai tous un petit peu, lus récemment, là, en début d'année. Hem, on a évoqué tout à l'heure, bah, Jordan Peters. Mmh mh. Il a pas écrit énormément de choses. Lui, c'est vraiment son blog qui est très Ouais. actif et que je conseille à tout le monde. J'y suis abonné depuis peut-être 1 an, je dévore les vidéos, c'est extrêmement intéressant. Et il a sorti un petit e-book. Alors, ça s'adresse aux débutants intermédiaires, je dirais. Donc si vous parlez bien anglais, ou du moins correctement, je vous le conseille. C'est un e-book qu'il a sorti, c'est le seul qu'il a sorti, donc je pense que vous pourrez pas vous tromper. J'ai pas le nom exact. Mais c'est un e-book qui traite de la nutrition, de l'entraînement et qui explique des mécanismes un peu assez basiques et qui donne des exemples de diète et qui donne des exemples de comment construire sa diète et des exemples de training. Et il était vraiment super bien. Donc, si vous allez sur le site de Train by JP, vous verrez coaching, vous verrez e-book, vous cliquez sur l'e-book et vous l'achetez. Ouais, Il est je crois vraiment que c'est, sympa. si je dis pas de bêtises, je te coupe, désolé, ça doit être Training Principles, non? Oui, c'est ça. C'est ça? Honnêtement, si vous êtes assez avancé,
dans votre pratique, ça vous servira pas. Ça peut être intéressant de le lire comme moi, j'ai trouvé ça intéressant de le lire parce qu'il y avait une réduction, je l'ai pris puis, voilà. Mais, si vous débutez et vous comprenez l'anglais ou alors que ça fait quelque temps que vous êtes dans la muscu, vous voulez essayer quelque chose de différent, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais il y a quand même du savoir dedans et je pense que c'est pas mal pour débuter. Ensuite, bah, les 2 bouquins je finirai là-dessus honnêtement, les deux livres de Scott Stevenson qui sont donc, bah, le Be Your Own Bodybuilding Coach, Ouais. qui est, assez long, mais ça vaut le détour. Honnêtement, ça vaut le détour. J'aime beaucoup, son approche du côté diète. Honnêtement, il donne des exemples de diète et au début, je me disais: «Putain, c'est chelou, enfin, c'est une façon de faire assez spéciale», mais il explique absolument tout. Complémentation comme toutes les études scientifiques sur lesquelles il se repose, ça c'est un gros point fort chez lui, c'est qu'il dévore les études scientifiques et tout ce qu'il fait repose sur les études scientifiques et vraiment, en fait, tout est lié et tout marche ensemble et c'est vraiment d'une logique, incroyable et j'aime beaucoup. Donc Be Your Own Bodybuilding Coach, qui est Ouais. top et il a sorti un autre e-book qui s'appelle, bah, le Fortitude Training, qui est sa méthode d'entraînement et de diète, qui, est inspiré beaucoup du DC Training de Dante Trudel, qui sont donc des trucs de périodisation sur 4 à 6 semaines très intenses, avec beaucoup de volume et des périodes de repos derrière de 2 à 3 semaines et on reprend. Et c'est pas mal aussi. C'est assez intéressant en fait. Il y a pas mal de choses et d'études également qui soutiennent tout ce qu'il dit. Et voilà, si vous voulez un petit peu des infos vraiment sympas, hors du spectre français, des youtubeurs qui vous apprennent des choses assez basiques. Si vous voulez aller un petit peu plus loin que le bout de votre nez, vraiment, ça c'est des livres vraiment top. Honnêtement, je recommande. Voilà. Bah, écoute, je pense que déjà, s'ils lisent ne serait-ce un des livres de Scott Stevenson, ça prendra pas mal de temps, donc Ah, c'est pas mal. Moi, j'avais pour les débutants aussi, tu disais, il y a celui d'Aceto qui est assez pas mal pour la diète, en tout cas. Assez tôt, je l'ai commandé. J'en ai commandé un, je saurais plus te dire le nom. Je l'ai commandé en e-book, enfin e-book non, j'ai commandé du coup en livre sur Amazon Ah, parce que justement, enfin côté diète, il est excellent et j'ai vraiment envie de voir un petit peu, de me pencher vers lui parce que finalement, j'avais pas fait jusqu'à présent. Mais je peux pas recommander parce que j'ai pas lu. Je sais que mon préparateur, lui, en a certains et il m'a dit que c'était vraiment bien. C'est pour ça que je l'ai acheté récemment. Mais je pense que c'est aussi une excellente référence sans prendre trop de risques, hein, oui, en c'est ça. lisant. Donc Bon, après, voilà. faut pas s'attendre à ce qu'il dévoile ses secrets de prépa, hein, attention, Non, bien sûr, bien sûr. mais ça reste Mais il y a toujours des bonnes informations à piocher. Puis si on est pragmatique et on sait utiliser les bonnes choses, on sait comprendre et voir au-delà de tout ça et en lisant plein de livres, on se fait une idée générale de plein de choses et on comprend plein de choses pour différents profils. Je pense que, bah, faut piocher un petit peu partout. exactement. Je suis pas d'accord avec absolument sur tous les points avec toutes les personnes que je viens de vous citer. Il y a deux trois points, par exemple, chez Jordan Peters où je suis pas spécialement d'accord. Heu et pareil chez Dr Scott Stevenson, même si c'est du détail, même si c'est des petits trucs et encore je m'écrase parce que, comparé à eux, moi je suis un gamin de 20 ans et eux, ils font ça depuis, des années. Ils ont été préparés par des gens, ils ont eu des athlètes pros, enfin, c'est même si je suis pas d'accord avec eux sur des trucs, c'est quelque chose d'infime et il y a plus de chances qu'ils aient raison que moi j'ai raison, par exemple. Ouais. Donc globalement, les yeux fermés, je recommande, tout ce que je viens de vous dire là, honnêtement. Donc OK et ben, écoute, bah, merci pour, ces recommandations. Un petit mot du coup pour finir, pour clôturer ce podcast que tu pourrais conseiller aux gens donc et puis, avant qu'on se quitte du coup? bah, qu'est-ce que je pourrais dire pour clôturer? Bah, il y a un truc que j'ai pas évoqué, c'est que, bah, justement, bah, ces compétitions-là et tout ce que j'essaye de montrer sur les réseaux, bah, c'est aussi beaucoup pour mon pays, la France. Je suis très patriote. Je pense que bon, si tu vas sur mon Instagram, enfin, si vous allez sur mes réseaux sociaux, vous le verrez, il y a beaucoup de drapeaux français, il y a beaucoup de, mon pays, machin. Mais voilà, donc si jamais vous êtes des athlètes français, je sais qu'on n'est pas beaucoup à, essayer de faire briller la France. J'ai eu la chance de pouvoir le faire ce week-end, et j'espère qu'on découvrira d'autres athlètes avec un gros potentiel dans les années à venir. Donc si jamais vous avez des rêves de compétition,
Vraiment les gars, c'est pas parce qu'on est des Français qu'on peut pas réussir comme des Anglais, comme des Américains, comme des Allemands, comme des Russes. Il y a vraiment quelque chose à faire. On peut faire briller la France à l'international. Donc les gars, ne lâchez rien. Je pense que la France va, en termes de qualité d'athlète, s'améliorer au fil du temps et je fais tout mon possible pour en tant que coach, en tant qu'athlète. Donc les gars, voilà, si vous avez des rêves de compétition, ne les lâchez surtout pas. Même en France, on peut faire quelque chose de bien, j'en suis la preuve, à C'est mon ça. échelle. Un Donc beau voilà, message pour finir, ça c'est surtout avec positif. les dernières actualités qu'il y a pu avoir en dehors de la muscu. C'est bien de rappeler un petit peu Voilà, l'importance de absolument. la tête français des fois, Voilà, je sans pense rentrer dans les on a détails. eu beaucoup de champions en France Ouais, dans les années 70, 80, 90. On a des beaux athlètes aujourd'hui et je pense qu'on en a des nouveaux qui vont émerger comme moi. Bah, j'émerge entre guillemets, enfin je me fais découvrir un petit peu et j'ai espoir que la France, voilà, ait des meilleurs coachs au fil du temps et j'essaye de le faire en tant que coach et de donner des bonnes infos. En tant qu'athlète, j'essaye de bien représenter mon pays et je suis heureux d'avoir pu le faire. J'aurais pas pu faire mieux ce week-end et j'espère qu'il y aura d'autres athlètes français comme certains le font déjà. Je pense à Florian Poisson, je pense à Morgan Hast qui s'est bien classé dans des shows aussi en pro. On est pas énormément en pro, mais voilà, je pense que ça tendra à s'améliorer au fil des années. Donc, si jamais il y a des petits jeunes ou des petits moins jeunes qui nous écoutent sur ce podcast, gardez espoir parce que je pense que français ou pas, on peut faire des bonnes choses et le temps est avec nous. Voilà. exactement. Écoute, ben, super, merci en tout cas, Amaury, d'avoir passé le temps Avec avec plaisir. nous sur le podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Non, mais Et je te puis, remercie. Je te remercie. et puis, je te souhaite surtout ben, bonne récup après ce week-end intense. Ouais, ouais. Là, je vais prendre une petite semaine off de training, ça va faire du bien. Ouais, normal. Et puis, ben, surtout un bon avenir, parce que c'est tout, je pense qu'on peut te souhaiter, que ce soit en termes de coaching, en termes de carrière professionnelle. Et puis, ben, comme je disais, j'espère qu'on se retrouvera pour un podcast prochainement dans un Ouais. futur à moyen terme lors de J'espère tes aussi. débuts en pro. Avec des bonnes nouvelles également. Ouais. Ouais. Bah ouais, vraiment, je te remercie de m'avoir invité. C'est vraiment super gentil. C'est le premier podcast que je fais, donc voilà, c'est top. Ouais. Et bah, je remercie tous les gens qui ont pris le temps d'écouter également, et tous les gens qui me découvrent et tous les gens bien sûr qui m'ont encouragé parce que je vais pas épiloguer parce qu'on conclut, mais aussi bien espagnol que français, il y a énormément de gens qui m'ont félicité, aussi bien à la compétition que dans le public, que sur scène, que sur les réseaux sociaux. Donc j'en profite pour faire un grand merci à tout le monde. C'était vraiment incroyable. Je pense que c'était une des plus belles choses du week-end, c'était toute cette reconnaissance, mais surtout la reconnaissance en vrai de gens qui me demandent des photos, des gens qui m'encouragent, qui m'applaudissent sur scène. Quand j'ai eu ma carte pro, il y a eu tellement de personnes qui ont crié, qui ont applaudi, voilà. Même quand j'ai gagné mes compètes, mes catégories. Donc ça, c'est quelque chose d'incroyable à vivre et je le souhaite à tout le monde. Voilà. Donc merci. Merci à toi. Bonne journée du coup. Ouais, toi aussi. Merci.